Charles Fournier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce dernier débat autour des élections régionales du 6 et 13 décembre prochain. À mes côtés pour vous interroger, Philippe Rameau de La République du Centre et Emmanuel Brun de l'Écho républicain. Charles Fournier, vous êtes la tête de liste régionale pour le parti Europe Écologie Les Verts, associé avec le parti Nouvelle Donne. Vous êtes également la tête de liste départementale pour le département du Loir-et-Cher. Tout à fait. Avant de commencer et de parler de politique régionale, un petit mot sur l'actualité nationale, bien entendu. Votre sentiment après les terribles attentats de Paris qui ont endeuillé la France? Je pense que tout le monde a été meurtri par ce qui s'est passé. Évidemment, on est tous touchés dans notre chair, qu'on soit à Paris, évidemment, encore plus, mais dans notre région de la même manière. Et puis après, le temps de l'émotion vient aussi le temps du questionnement politique. C'est-à-dire, que devons-nous dire, que devons-nous faire, nous, ici, candidats dans des élections régionales? Et pour ça, moi, j'ai considéré qu'il était important d'avoir un temps de réflexion. J'ai réuni l'ensemble de mes colistiers mercredi soir à Blois, et nous avons essayé d'élaborer ce que serait notre contribution à la réflexion et face à cette situation. Et je crois que l'important pour nous est de ne pas se faire enfermer dans le seul débat national, de savoir où on va placer le curseur législatif, policier, militaire, et que l'enjeu, c'est aussi de re-régionaliser le débat. Parce que la région, par ses compétences, peut évidemment, non pas apporter toutes les réponses, mais peut contribuer à répondre à des questions, par exemple, de lutte contre l'ignorance, par l'éducation, la formation, par la culture, mais peut aussi travailler sur des questions de sécurité dans ses établissements publics, dans les trains. Elle peut aussi travailler sur la coopération internationale, sur la construction d'une citoyenneté mondiale, d'une paix durable. Elle peut travailler sur les questions énergétiques. Et quand on sait que le Daesh est financé par le pétrole, par la vente des produits du pétrole, évidemment, tendre vers une région 100% renouvelable, une région d'autonomie énergétique, c'est aussi lutter contre Daesh. Est-ce que c'est simple d'expliquer ça aux gens, en disant que la région peut finalement s'impliquer dans un débat qui est quand même très national et voire international? Non, c'est pas simple, mais moi je préfère parfois prendre du temps pour essayer de rendre compréhensible ce qui est complexe plutôt que faire des réponses simplistes. Moi je suis un peu effaré par les réponses immédiates, la volonté d'avoir tout de suite des solutions clés en main. Je pense là notamment au communiqué de M. Philippe Vigier, aux réponses du Front National qui sont évidemment d'un autre ordre. Je trouve que finalement on priverait nos concitoyens d'un débat démocratique pour ces élections régionales, de sujets qui les concernent dans leur vie quotidienne. Moi, il y a un débat national, moi je ne suis pas député, j'ai évidemment des avis sur le sujet, mais je crois qu'il faut aussi refaire vivre la démocratie. Tout le monde l'a dit qu'il ne fallait pas abandonner la démocratie, alors faisons des 15 jours de campagne qui restent, un temps pour reparler des sujets de la région, et évidemment, sans oublier ce qui vient de se passer, mais en essayant de reconnecter ce que la région peut faire par rapport à cette situation. Vous évoquez le débat national. Est-ce que vous avez été surpris de la prise de position de Noël Mamère, qui s'est ouvertement dit hostile? Non, je suis pas surpris, et je peux même vous dire qu'à titre personnel, je suis plutôt dubitatif devant la question de la prolongation de l'état d'urgence. Je vais vous dire pourquoi pas. Moi, je pense qu'il faut des réponses, évidemment, mais je crois que la question du terrorisme, c'est une question de long terme, pas forcément une question de court terme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va interdire des manifestations pendant 3 mois, mais le risque terroriste, dans 6 mois, il existe encore. Dans 9 mois, il existe encore. Alors, est-ce qu'il faudra le prolonger? Est-ce qu'il faudra de nouveau interdire toutes les manifestations? Voilà, ça pose de véritables questions. Pour autant, évidemment, je comprends qu'on veuille apporter des réponses et rassurer les Français, ça c'est tout à fait normal, mais il faut bien réfléchir à ce qui va être le plus rassurant, et je ne suis pas certain que finalement, en privant les gens d'un temps aussi de réunion, rappelez-vous après Charlie, ça a été extrêmement important, le temps de manifestation où les gens se sont retrouvés, ça c'est un élément qui reconstitue aussi de la sécurité. Et donc voilà, au-delà de la précipitation, ou en tout cas des réponses dans l'urgence, je pense qu'il faut une vraie réflexion de fond. Et enfin, je pense qu'il est indispensable de ne pas priver les citoyens d'un débat sur ces questions. J'ai organisé, moi, dès mardi soir, une réunion avec un écrivain malien qui connaît très très bien les questions de djihadisme. Et d'ailleurs, ce matin encore, à Bamako, il y avait des événements dramatiques. Voilà, lui-même nous expliquait l'importance de ces échanges, du temps de débat. Et les gens qui étaient là étaient très contents parce qu'ils avaient l'impression d'abord d'être ensemble, de pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et moi, je crois, notre responsabilité peut-être pendant cette campagne, c'est de faire vivre ce débat aussi. Voilà. Et donc nous, dans toutes nos réunions publiques, on ouvrira les temps de débat sur ce que chacun vient de vivre, évidemment, parce qu'on l'a vécu tous ensemble. Et après ces événements à Paris, est-ce que vous craignez une montée du vote FN ?
Oui, bien sûr, c'est un risque. En même temps, il peut aussi y avoir un sursaut citoyen, un sursaut citoyen qui mesure qu'effectivement, toutes les réponses qui iraient plus loin dans le va-t-en-guerre, qui iraient plus loin dans la vengeance, qui iraient plus loin dans les amalgames, finalement, c'est ce qu'attend Daesh. Daesh attend de diviser notre société. Daesh attend, finalement, on décolle nos compatriotes musulmans de la communauté nationale. C'est le souhait, c'est ce qui est attendu. Allons-nous tomber dans le piège? Moi, je crois qu'il faut éviter ce piège et qu'il faut une unité citoyenne, beaucoup plus que l'unité nationale, qui a été quand même une fumisterie, puisqu'elle a duré à peu près 10 minutes. 10 minutes. Même si on sent bien que finalement l'ambiance n'est pas du tout la même. Après les attentats de Charlie, on sent qu'il y a une peur supplémentaire, une anxiété. Bien sûr, il faut répondre à ça, mais il y avait d'autres peurs qui existaient déjà avant. Bien sûr. Le chômage, voilà, la situation économique, des peurs liées aussi aux questions climatiques, l'arrivée des réfugiés en France et qui en partie s'explique aussi par des théâtres de guerre qui eux-mêmes s'expliquent par des enjeux autour des ressources, des matières premières et des questions climatiques. Il faut répondre à toutes ces questions-là. Cette question-là ne doit pas faire disparaître toutes les autres. Et d'ailleurs, j'entends de plus en plus de nos concitoyens qui commencent déjà à dire: est-ce qu'on peut ne pas parler que de ça? Est-ce qu'on peut aussi revenir à ce qu'est notre vie quotidienne, à nos problèmes de vie quotidienne? Et moi, je pense que c'est notre responsabilité, nous, de participer à l'apaisement et aussi de ramener aussi sur ces questions-là. Charles Fournier, le dernier sondage réalisé en octobre par la presse quotidienne régionale crédite votre liste de 4% d'intention de vote au premier tour, au même rang que le parti de Nicolas Dupont-Aignan, conduit régionalement par Alix Panlou. Considérez-vous que vous pouvez faire mieux que ce score de 4%, en rappelant qu'en 2010, aux dernières élections régionales, la liste Europe Écologie Les Verts, conduite à l'époque par Jean Delavergne, avait quand même réalisé 11,66% des suffrages au premier tour. Oui. Alors, moi, j'ai pour habitude de considérer que les sondages, c'est pas une prévision de l'avenir, ni quand ils sont bons, ni quand ils sont mauvais. Par contre, ils font un bruit, et ce bruit, souvent, nous, on est interpellés pour essayer d'y répondre. Il y a eu d'autres sondages, celui-là, un qui nous plaçait à 7, là, il y a des sondages à venir, on verra ce qu'ils peuvent donner. Pour autant, évidemment, le contexte n'est pas le même qu'en 2010. En 2010, Europe Écologie Les Verts venait de se fonder, nous étions tout de suite après les élections européennes, il y avait une dynamique. Pour autant, dans cette élection, je pense que les questions que nous portons sont des questions essentielles. La question du climat, on est à quelques temps de la COP21. Vous regardez d'ailleurs dans le programme de nos adversaires, finalement, le mot climat, il n'est pas là, comme si c'était un sujet qui n'existait pas. Je trouve qu'en tout cas, dans la dynamique de notre campagne, sur le terrain, dans nos échanges avec les concitoyens, je ressens plutôt quelque chose de positif, même si on a eu à faire face aussi à des départs dans notre mouvement au mois de septembre. Et ce sondage a été fait dans cette période-là. J'ai plutôt bon espoir qu'on fasse un score plus haut que celui-là. Maintenant, je ne m'avance pas dans des pronostics. Moi, je suis totalement concentré sur le fait de défendre la singularité de notre projet, de montrer que notre liste, qui est une liste à 45% composée de citoyens non encartés dans un parti politique, qui est soutenue par Nouvelle Donne et Europe Écologie Les Verts, porte le renouvellement politique, porte des réponses extrêmement sérieuses. Nous ne sommes plus du côté de l'utopie, nous sommes du côté du réalisme. Et je peux même vous dire que j'ai échangé il y a 2 jours avec le MEDEF sur ces questions-là. Mais oui, je rencontre tout le monde et je parle avec le MEDEF aussi. C'est eux qui veulent rencontrer tous les candidats. Et que finalement, même si on n'est pas d'accord sur un certain nombre d'éléments, ils attestent que finalement l'écologie est un sujet sérieux, que l'économie ne pourra se relever que le jour où elle prendra aussi en considération les enjeux économiques, les enjeux écologiques, les enjeux de ressources, de matières premières. Voilà, aujourd'hui, je pense que cette bataille, elle est déjà en train d'être gagnée, et je crois que les plus à même de porter ces solutions-là, de créer des emplois aussi autour de ces enjeux écologiques, ça reste Europe Écologie Les Verts et le La récente relance du projet Notre-Dame-des-Landes ne va sans doute pas faciliter les éventuels accords au 2e tour avec le PS. D'autant que vous n'êtes pas d'accord pour la gestion des aéroports régionaux, je pense à Tours. Bien sûr. Alors, Notre-Dame-des-Landes, entre-temps, il s'est passé malheureusement ces attentats, et donc il vient d'être décidé de reporter. Finalement, il n'y a pas de reprise. Ça sera reporté, et vraisemblablement, ça risque d'être reporté relativement loin dans le temps. Mais pour autant, évidemment, la question des aéroports est un sujet de friction dans toutes les régions. Dans notre région, l'enjeu pour nous, c'est de refuser que l'argent public aille indirectement ou directement financer des compagnies low cost qui sont des compagnies moins-disantes sociales, des compagnies qui ne respectent pas le droit du travail, qui peuvent faire des bénéfices tout à fait extraordinaires grâce à l'argent public, et ça, c'est pour nous tout à fait intolérable. À Châteauroux,
un aéroport, nous on est plutôt favorable dès lors que c'est des activités de maintenance aéronautique, ça c'est nécessaire, on a besoin d'entretenir nos avions. Nous, notre lutte, elle est contre les lignes low cost. Voilà, nous ne croyons pas que le développement de ces aéroports soit l'alpha et l'oméga de notre modèle économique, de notre futur économique. Bien au contraire, c'est le mode de transport le plus polluant, celui qui génère des gaz à effet de serre. Quand est-ce que nous prendrons réellement conscience de cet enjeu-là? Quand est-ce que nous répondrons aux enjeux du climat? Nous sommes, j'ai envie de dire, nous sommes dans une situation déjà dramatique. On n'est plus dans 50 ans, dans 100 ans. Les conséquences du dérèglement climatique, c'est ici. Notre climat est en train de changer dans notre région. Il va y avoir des incidences à court terme. Quand est-ce que la responsabilité de ceux qui se présentent dans les élections ira jusqu'à prendre conscience de ces sujets-là? Nous, en tout cas, c'est ce qui nous guide. Tout notre projet est en cohérence avec les enjeux du dérèglement climatique et des limites planétaires en général. Et politiquement, vous avez donc pas trouvé d'accord avec le Front de gauche. Votre parti avance divisé. Est-ce que c'est pas un peu dangereux d'avancer comme ça? Alors ça c'est, moi je crois pas qu'on soit divisé. D'ailleurs je pense que certains sont faussement rassemblés et on verra après dans combien de temps s'ils restent rassemblés. Évidemment là je vise je pense à des alliances un peu étonnantes entre le MoDem, la liste des Républicains. Bon, mais après c'est leur affaire, c'est pas la mienne. Pour ce qui nous concerne, déjà en 2010 nous étions présentés de manière autonome. Parce que dans une élection à la proportionnelle, nous, ce que nous voulons, c'est présenter la singularité de nos propositions. Et notre vision du modèle économique, elle est différente de celle du Front de gauche, elle est différente de celle du Parti socialiste, et elle est évidemment différente de celle des Républicains, et encore plus du Front national, si tant est qu'ils aient une vision bien construite de ce que pourrait être notre avenir économique. Donc, se présenter dans cette élection, c'est porter la singularité de nos propositions. En 2010, nous l'avions fait, et nous nous sommes rassemblés dans un contrat de gouvernance qui a été globalement respecté, parce que nous avions le rapport de force pour qu'il soit respecté. Oui, parce que rappelons que vous aviez 12 élus, plus une minorité de blocage. Voilà, ces 12 élus nous permettaient, sur un certain nombre de sujets, de peser sur les décisions. C'est ça que nous voulons réécrire, c'est ça notre responsabilité. Moi, je ne veux pas faire une candidature de figuration, je ne veux pas être noyé dans un projet qui ne serait pas le nôtre. Après, c'est les électeurs qui en décideront. Si ils nous mettent en dessous de 5%, évidemment, nous ne serons pas là au deuxième tour. S'ils nous mettent aux alentours de 5%, notre capacité à peser sera plus faible. Et puis, s'ils nous mettent plus loin, eh évidemment, nous, on sera en responsabilité pour porter le message qu'ils nous auront envoyé à travers ça, et notamment dans un rapport de force, dans un rassemblement de deuxième tour, un contrat de gouvernance. Les élections régionales, c'est des élections différentes, parce qu'il y a une forte dose de proportionnel. Voilà. Nous avons eu un groupe autonome pendant toute la mandature, et d'ailleurs, vous l'avez vu, on s'est exprimé de manière autonome très régulièrement sur nos points d'accord et sur nos points de désaccord. Et c'est exactement la même histoire qu'on aimerait réécrire pendant cette élection. Mais vous étiez pourtant parti avec le Parti communiste et le Front de gauche, notamment aux élections départementales. Et ça n'avait pas fonctionné? Alors, vous savez, dans la région, on a notamment dans le département. Voilà, parce que dans la région, on a eu tous les cas de figure. Dans mon département, on est parti en autonomie. Voilà. Dans le Loiret, on est parti avec le Parti socialiste. Voilà. Finalement, là où ça a le plus fonctionné, mais on était tous à ce moment-là aussi dans, la gauche dans son ensemble n'a pas été le grand vainqueur de ces scrutins. Finalement, les alliances avec le Parti socialiste, il y a eu un tassement général des voix entraîné par, je crois, le désaveu des politiques nationales. Quand on est parti avec le Front de gauche, il n'y a pas eu d'addition des voix. Il y a eu même diminution. Parce que chez nous, comme du côté du Front de gauche, il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à cette alliance. Quand on est parti en autonomie, c'est finalement là où on a fait les meilleurs scores, puisqu'en moyenne nationale, là où on était en autonomie, on a fait quasiment 10%. Voilà. Donc dans mon département, c'est le choix qui a été fait, on a fait plutôt des bons scores. Voilà, maintenant, je crois que les alliances, ça doit être des alliances de projet, c'est pas une soupe de logo. Et moi, c'est un peu... Pas de principe ou de place, en tout cas. Voilà, mais puis c'est pas des coups politiques. Moi, je trouve que là, ce qui n'a pas pu être possible, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas possible demain, ça n'a pas été possible parce que les échanges que nous avons eus avec le Front de gauche se sont engagés fin septembre pour une élection qui a lieu au mois de décembre. On ne règle pas en 2 mois un certain nombre de différences. On avait des points d'accord, évidemment, mais ça prend du temps. Et il faut que ça soit sérieux, il faut que les gens reconnaissent un projet nouveau, pas juste 3 logos qui se mettent sur une affiche, ça ne change rien, ça. D'accord. Vous prenez, pour la partie un peu plus économique, vous prenez une région écologique et solidaire. Quelle place vous accordez à cette écologie solidaire dans une région qui est quand même fortement marquée par l'agriculture intensive, notamment l'agriculture céréalière? Alors,
Ce que nous portons comme message dans cette campagne, c'est que l'écologie, c'est le cap pour l'économie. C'est-à-dire que justement, nous pensons qu'on peut réorienter notre économie, accompagner sa transition vers une économie qui soit soutenable, qui soit compatible avec la situation du climat et les limites planétaires. Vous me parlez d'agriculture. L'agriculture paysanne et biologique crée 2 fois plus d'emplois que l'agriculture industrielle qui en détruit. Plus on mécanise, plus on a de grandes exploitations, plus finalement on réduit le nombre d'emplois. Et donc nous, on défend un modèle qui effectivement est un modèle créateur d'emplois. Et je pense que pour les territoires ruraux, cette perspective-là, elle est extrêmement importante. Moi, pendant cette campagne, été un peu dans tous les territoires et j'ai senti le désarroi, mais aussi une forme de radicalisation face au sentiment d'être abandonné par l'économie, d'être abandonné par la santé, d'être abandonné par le très haut débit. Radicalisation, c'est-à-dire quoi? Vote vers l'extrême? Radicalisation dans le propos colère, et qui peut-être se traduira par des votes radicaux. Et en même temps, le Front National, finalement, a une vision conservatrice du rural. Moi, je crois que l'agriculture paysanne, c'est aussi une forme de solidarité autour des questions alimentaires dans les territoires. Je pense que dans ces territoires, il faut inventer un autre modèle économique qui repose sur l'économie sociale et solidaire. Il y a des territoires où les emplois de l'économie sociale et solidaire représentent jusqu'à 30% des emplois dès aujourd'hui. Il faut travailler sur des PME, PMI qui font de la transformation locale. C'est très important dans la région centre d'ailleurs. L'économie sociale et solidaire fait 10% des emplois. Je crois qu'on peut aller plus loin et qu'il ne faut pas raconter aux gens dans les territoires ruraux qu'on va sur le vieux modèle de l'économie, que de grandes entreprises vont venir s'installer. Ça, ils savent très bien depuis longtemps que c'est une supercherie, que la croissance va revenir. Ça aussi, il faut sortir de cette logique absolue de la croissance. Quasiment magique, ça va revenir et l'économie va redémarrer. Moi, je crois qu'il faut inventer un autre modèle, un modèle relocalisé, résistant, qui fasse face aux crises. Si on parle d'énergie, je pense qu'on peut, dans les territoires, créer des coopératives d'énergie. Il y a eu de très belles réussites, d'ailleurs, dans ce département, avec des communes qui ont investi sur l'efficacité énergétique, qui ont investi sur les énergies durables, renouvelables. Et donc, je pense que là, il y a un potentiel pour ces territoires-là. Il faut investir dans le très haut débit, parce que là aussi, il y a des activités qui peuvent s'envisager en territoire ruraux. Il faut envisager aussi l'économie circulaire, le réemploi, le recyclage, la réutilisation. Je crois que là, il y a des potentiels et des gisements d'emploi. Vous parlez énergie. Nous avons dans notre région 4 centrales nucléaires. Est-ce que vous avez imaginé un échéancier pour leur démantèlement? Et quid des milliers d'emplois qu'elles génèrent? Alors, c'est souvent effectivement l'argument des emplois qui devraient nous inviter à ne pas sortir du nucléaire. Moi, je vous oppose les emplois des énergies renouvelables qui sont en progression assez remarquable dans notre région. Et puis, je vous oppose aussi les emplois du démantèlement. Parce que je voudrais juste vous rappeler qu'on a des centrales dans notre région et que dans certaines centrales, on a déjà des réacteurs qui sont arrêtés depuis fort longtemps et qu'on ne sait toujours pas les démanteler. Donc moi, je crois qu'il faut engager absolument et massivement de l'argent dans la recherche pour être capable de démanteler. On ne sait pas quoi faire des déchets. Là, il y a des gisements d'emplois qui sont possibles. Voilà. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut décider de la sortie du nucléaire. Tant que nous ne le décidons pas, évidemment, on continue à investir énormément d'argent dans le nucléaire en croyant trouver des solutions que nous n'avons toujours pas trouvées. Voilà, et donc je crois fermement que c'est maintenant que ce modèle se dessine. Je voudrais vous dire d'ailleurs qu'il y a aussi dans notre région une association qui s'appelle Virage Énergie, qui a fait une traduction du scénario qu'on appelle le scénario négawatt de sortie du nucléaire et qui l'a appliqué à notre région centre. Nous pouvons très rapidement arriver à une région 100% énergie renouvelable, nous pouvons sortir du nucléaire. Il y a des hypothèses extrêmement sérieuses sur le sujet. Nous en tout cas on est prêts, c'est pas la région qui décide de sortir du nucléaire, mais c'est la région qui peut préparer la sortie. Si elle met en place une filière de recherche, de formation, de réflexion autour du démantèlement, et si dans le même temps, elle investit fortement dans l'éolien, dans le solaire. Voilà, on vient de mettre du photovoltaïque sur les toits des lycées de la région. Et bien, il a fallu aller chercher une entreprise à l'extérieur de la région. Alors quand certains parlent de patriotisme régional, pour qu'il y ait un patriotisme régional, il faut qu'on ait aussi des compétences et qu'on se prépare à un autre avenir. Et malheureusement, moi j'ai le sentiment que le cap qui est donné à l'économie, c'est finalement le même qu'hier, et c'est celui qui nous a conduit dans la situation dans laquelle nous sommes. Et l'énergie, c'est aussi un peu les transports. Quelle est votre vision d'ensemble de la question et par rapport aussi à la ligne SNCF à grande vitesse Paris, Orléans, Clermont-Lyon? Est-ce qu'elle a un avenir? Non, pour moi, elle n'en a pas. D'abord, elle a été reléguée très loin, vous le savez, pas avant 2030. Et puis, elle repose sur un supposé qui n'est pas juste, qui est l'idée qu'il y aurait une saturation à terme de cette ligne. La saturation, elle est juste sur le tronçon intersecteur des TGV sud-est et est. Et quand vous pensez qu'on est prêt à mettre
mettre 15 milliards dans cette ligne et abandonner notre réseau quotidien alors que 90% des déplacements de nos concitoyens font moins de 50 km, ça c'est une vision qui n'est plus supportable. J'étais il n'y a pas très longtemps à côté de Montargis où on est en train d'abandonner la ligne Paris-Nevers, on se posait la question de qui va la financer. Les gens nous disent, nous on en a marre de financer des TGV pour vous et de voir nos trains du quotidien dégringoler et être dans un état lamentable. Donc pour moi, la priorité c'est d'investir dans les trains du quotidien, pas dans les routes. Améliorer ce qui existe. Voilà, pas dans les routes, contrairement à la droite. Moi, je trouve qu'on a assez de routes. Ce n'est pas la compétence de la région, c'est la compétence des départements et de l'État. On nous a transféré les cars, mais pas les infrastructures routières, pas la voirie. Donc, il ne faut pas se tromper de sujet. Et surtout, on ne peut pas raconter aux gens qu'on va faire le POCL, puis qu'on va faire un peu de ferroviaire, puis qu'on va faire un peu de route, et en même temps dire qu'on n'a plus d'argent et qu'il faudrait supprimer des postes de fonctionnaires. Il y a un moment donné, il faut de la cohérence. Et moi, ma cohérence, c'est de dire... Il faut investir massivement dans les transports du quotidien. Bien sûr, il faut aussi travailler pour les territoires ruraux à des alternatives. On n'aura pas des trains partout. Il faut des alternatives aux tout-voitures. La voiture partagée, le transport à la demande. Il faut aussi encourager des initiatives locales autour du transport. Il y a des démarches de solidarité qui peuvent s'inventer. Moi, je me rappelle, dans une petite commune, une auberge de jeunesse qui avait un minibus qu'il mettait à disposition pour le transport scolaire. Bref, il faut être imaginatif et appeler aussi à la solidarité dans les territoires autour des questions de mobilité. Mais ne racontons pas d'histoire, on ne pourra pas tout faire, donc il y a des choix à faire. Et moi, mes choix, ce sera le train du quotidien, ce sera aussi l'intermodalité. Je peux partir de ma commune en vélo, rejoindre un arrêt de bus, simplement, je peux mettre mon vélo dans le bus, c'est pas possible aujourd'hui. Et on nous explique que techniquement ça ne le sera pas, alors que partout ailleurs en Europe c'est en train de se faire. Je monte dans le car avec mon vélo, puis ensuite je prends un train, le tout c'est simple, avec un seul ticket, j'ai pas à payer 3 tickets, voilà. Ça c'est l'avenir de nos transports, c'est maintenant que ça se prépare, c'est maintenant qu'il faut l'engager.